Grand angle environnemental. Merci de nous retrouver encore dans notre rendez-vous du Grand Angle environnemental. Mesdames et messieurs, salut et merci de nous faire confiance pour chaque fois que vous nous accordez votre attention. C'est pour nous un réel plaisir de vous rencontrer, c'est pour nous un réel plaisir de partager avec vous. Votre émission revient sur des questions liées à la vie sociale de la population congolaise. Particulièrement, on observe hausse des prix sur les marchés, des biens de première nécessité et surtout dans tout le volet. Alors, que pensent les associations des consommateurs congolais? La question est à quel niveau? Est-ce que c'est une responsabilité de l'État, une responsabilité civile, une responsabilité de tous citoyens ou simplement influer à observer de cette manière telle que nous le constatons? Nous recevons pour vous M. Patrice Mbouyi Ngoïmoussa. Moussoko Mbouyi Patrice. Voilà, nous recevons M. Patrice qui est acteur de la société civile, mais particulièrement de l'association des consommateurs congolais, à qui nous disons salut et bienvenue dans notre émission. Salut, messieurs les journalistes. Voilà, soyez les bienvenus encore une fois dans notre émission Grand Angle environnemental. J'espère que vous avez observé avec nous la même situation que nous vivons, hausse des prix des biens de première nécessité sur les marchés. Oui, merci, messieurs les journalistes. C'est un problème crucial qui préoccupe au plus haut niveau les consommatrices et les consommateurs. Ces derniers jours, il y a hausse des prix des produits alimentaires et dans ce sens-là que même la FAO, donc l'Organisation mondiale de l'alimentation, a mené des enquêtes et on est arrivé à 13%. 13% de la taux hausse, d'augmentation. le taux d'augmentation en ce qui concerne les prix des produits alimentaires. Donc il y a hausse dans le monde entier. Le monde entier. Donc Dans la le monde situation entier. n'est pas seulement une situation de la République du Congo, Non. mais c'est une situation générale. C'est une situation générale qui se passe dans le monde entier et suite aussi à la guerre qui s'oppose entre la Russie et l'Ukraine. Donc il y a répercussion de cette situation qui est une situation, une guerre politique, mais finalement avec des sanctions économiques imposées à la Russie. Donc il y a des conséquences au niveau international. Mais alors, je rappelle que vous êtes aussi économiste. Oui. Ça, c'est votre spécialité. Oui. Nous voulons d'abord, avant de partir des effets que nous subissons à travers la République ou à travers le monde entier sur la hausse des prix des biens de première nécessité, surtout des produits de consommation, avoir un peu un aperçu sur cette situation économique. Comment expliquerez-vous cette situation, guerre en Russie, Ukraine, et automatiquement les pays africains, ou soit les pays du monde entier, entrent dans cette crise? C'est que le monde consommé provenait de ces deux pays où quel est le mécanisme économique qui est passé par là pour avoir cette situation? Je dirais que c'est une question d'importation. En général, si vous observez, surtout dans la ville de Kinshasa, vous verrez qu'il y a des boulangeries partout. Et ce secteur des boulangeries emploie des milliers de personnes. Et beaucoup de nos mamans nourrissent leur famille à partir de ce qu'ils ont comme pourcentage après avoir vendu les pains tout un mois. Donc, nous importons de la Russie des farines de bleu. Donc, les farines que nous consommons au Congo, par exemple, proviennent de la Russie? Provient de la Russie et de l'Ukraine. Donc, ils sont des grands producteurs alors? Ce sont des grands producteurs. C'est ainsi qu'avec la guerre et avec les sanctions économiques imposées à la Russie, donc les producteurs en République démocratique du Congo, ils ne peuvent pas travailler en perte. Ils savent que dès que leur stock s'épuise, ils auront des difficultés pour s'approvisionner. C'est dans ce sens-là que vous verrez les pains de 200 francs n'existent pratiquement pas. Il y a maintenant des pains de 300 francs, de 500 francs, les pains qui coûtaient 500 francs reviennent maintenant à 700 francs. Les pains qui coûtaient 1000 francs reviennent maintenant à 1500 francs congolais. Donc c'est une situation
mondiale et c'est une situation aussi en RDC. Alors, mais si nous pouvons regarder par exemple les produits qui proviennent de la Russie, c'est tout à fait normal qu'on sente quand même qu'il y ait augmentation des prix. Mais on a observé même l'augmentation des prix des biens comme la tomate qui est produite ici, les pommes de terre qui sont produites ici, soit à Goma, soit dans l'une des provinces de la République du Congo, des bananes. Tout ça, ça subit une augmentation. Comment vous allez expliquer ça alors que nous n'importons pas ces produits de la Russie ou de l'Ukraine? Vous avez tout à fait raison, parce qu'en prenant même un sac de braise, un sac de braise revenait dans des 12 000 francs congolais et actuellement c'est 39 000, 40 000, 41 000, voire même 42 000. Alors que les braises ne proviennent pas de l'Ukraine. Donc ça ne provient pas de l'Ukraine, comme des tomates aussi. Vous avez une seule tomate qui revient à 800 francs, 1000 francs. Voilà. Si vous êtes à la maison, au moins 6 personnes. Vous voulez préparer, vous n'allez pas utiliser quand même une seule tomate. Donc vous êtes obligé même de faire sortir même 10 000 francs pour avoir ne fût-ce que les tomates. Voilà. Bon, qu'est-ce qui explique cette situation? Cette situation est due principalement aux moyens de transport. Moyens de transport. Moyens de transport. Parce que les transports qui étaient 500 francs, maintenant c'est 1000 francs. Donc officiellement pour l'État congolais, donc le transport reste là pour une course normale, c'est 500 francs. Mais or, officieusement, en réalité, le transport a déjà doublé. Donc celui qui paye ses tomates, celui qui paye la braise, tout commerçant est prié de majorer parce qu'il sait qu'avec le transport qu'il va utiliser, le transport est toujours majoré. Alors, qu'est-ce qui a fait l'augmentation des transports? Parce que les carburants n'ont pas encore augmenté. Bien sûr qu'il y a pénurie, mais il n'y a pas quand même augmentation. La situation reste la même. On sent maintenant toutes les personnes se saisissent de l'opportunité, toutes les personnes plutôt se saisissent de l'opportunité pour faire augmenter le prix de tous les biens. Et voilà la vie qui devient intenable. En économie, on parle de la spéculation. La spéculation. La spéculation, c'est-à-dire c'est une augmentation exagérée de la part des vendeurs avec comme crainte de l'avenir. C'est ce qu'on appelle spéculation. C'est ainsi que vous voyez dans des stations d'essence, il y a des automobilistes qui cherchent à avoir les carburants. Le carburant officiellement n'est pas encore augmenté, mais vous verrez qu'il y a les phénomènes. Il y a une forte pression. Il y a une forte pression. On a mené des enquêtes. Il y a une bonne partie des sociétés pétrolières qui disent que l'État doit respecter ses engagements. C'est-à-dire l'État a l'habitude de subventionner les sociétés commerciales pétrolières. Et comment ça se faisait? Bon, ici, tout le monde n'est pas économiste. C'est surtout que nous sommes dans une chaîne thématique environnementale. Quand on aborde une question liée à l'économie, on doit partir avec des expressions un peu simples pour que les autres aussi comprennent. On dit que l'État ne respecte pas ses engagements par rapport aux subventions. Ces subventions dans le secteur pétrolier se faisaient comment? C'est-à-dire, officiellement, nous pouvons dire que les litres d'essence en République démocratique du Congo s'est fixé à 1950 francs congolais. Bon. Ces sociétés pétrolières, au lieu de mettre par exemple 1 litre à 2500 francs congolais, l'État dit, moi je vous garantis, je vais prendre en charge soit les 500 francs. Et par contre, je vais prendre ça et vous, de votre côté, peut-être il y aura des taxes que vous n'allez pas payer. Donc c'est une compensation. Mais officiellement, l'État dit, je vais vous subventionner. Donc si nous comprenons très bien, le prix des litres d'essence que nous achetons aujourd'hui au Congo ne devrait pas avoir ce même prix que nous avons. Il y a un peu plus qui devrait être demandé par rapport à un prix. Mais l'État a pris comment on appelle ça? Vous utilisez quelle expression? L'État a pris l'engagement de prendre les surplus là. Les surplus là,
Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? L'État ne paye plus ou l'État a beaucoup payé? Il semblerait, parce que j'ai dit, il faut prendre ça entre guillemets, jusque-là, l'État a des dettes qui devaient respecter cet engagement vis-à-vis des sociétés pétrolières. Mais comment l'État peut avoir des dettes alors que vous avez dit ici, ils font des compensations? Quand vous faites des compensations par rapport aux taxes, l'État ne peut plus encore avoir un problème. Donc à part des taxes, l'État récupère encore d'autres. L'État doit encore quelque chose. L'État doit quelque chose, disons bien en espèces, vis-à-vis des sociétés pétrolières. Voilà. Mais lorsque ces sociétés pétrolières, ils sont au courant qu'au niveau international, que les fournisseurs, donc les fournisseurs, disons bien l'Ukraine, qui est le fournisseur principal en ce qui concerne les carburants, ils savent qu'ils sont en guerre et les transactions commerciales deviennent très difficiles. Oui. Bon, ces sociétés-là disent nous allons faire la rétention. Donc si nous comprenons aussi très bien, même les grands fournisseurs que nous avons ici, fait partie du pétrole, c'est l'Ukraine et la Russie encore. Ah oui, ce sont les deux grandes puissances, sans pour autant citer l'Iran. Nous avons aussi au niveau de l'Afrique, à l'époque on avait aussi Nigeria, le Venezuela qui était... Venezuela, oui c'est ça. C'est dans ce sens-là que dans certains pays, ils sont allés vers les biocarburants. Les biocarburants, c'est-à-dire un carburant qui provient de la transformation des produits alimentaires, tels que les cannes à sucre, l'huile de palme, il y a les cannes à sucre, l'huile de palme, il y a aussi quoi? Il y en a beaucoup. Déjà, il y a quelques études il y a les maïs aussi. Quelques études qui commencent déjà à démontrer qu'un avion a déjà survolé pendant quelques heures avec les restes des huiles de la cuisine. Donc ça veut dire quand même qu'au fur et à mesure, cette section sera quand même c'est aussi pour nous une occasion de demander à l'État congolais d'avoir un programme biocarburant. Les biocarburants a pour avantage donc, la non-prolifération atmosphérique et ça respecte aussi, disons bien, l'environnement. Mais si nous regardons très bien, M. Patrice, la situation que nous traversons au Congo, on n'a pas encore résolu les problèmes, même les problèmes des carburants. Nous dépendons toujours d'ailleurs. Est-ce que nous serons en mesure d'abord d'arriver au niveau des biocarburants? Je sais que c'est coûteux. C'est coûteux, il faut amener des recherches, tout ça. Mais pour la situation de la République démocratique du Congo, l'exploitation des carburants, donc l'exploitation pétrolière, ne peut pas être simplement entre les mains des étrangers. Il sera intéressant aussi que l'État congolais puisse prendre le courage, parce que nous avons déjà Sosir. Qui devait faire la raffinerie, mais qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas très bien. Qui ne fonctionne d'ailleurs même pas, parce qu'on ne fait pas de raffinerie ici. Mais la société existe. Bon, l'État peut penser dans quelle mesure il peut relancer les activités de Sosir, afin que nous soyons quand même un peu autonomes. Là, ce sont des pistes de solutions que vous commencez déjà à donner. Mais M. Patrice, quand vous observez l'augmentation des biens et des prix sur les marchés, je vous ai toujours posé cette question à chaque fois que nous sommes avec vous. Qui fixe les prix ou qui doit faire l'augmentation des prix? En premier lieu, économiquement, ça dépend de la loi de l'offre et de la demande. Économiquement, ça dépend de la loi de l'offre et de la demande. Lorsque l'offre diminue, automatiquement la demande augmente et les prix aussi augmentent. Bon, c'est ce que nous vivons. Mais pour le cas de la RDC, en dehors de la loi de l'offre et de la demande, l'État a déjà fixé d'avance par un arrêté ministériel la marge bénéficiaire en ce qui concerne les produits alimentaires. Donc, la marge bénéficiaire pour ce qui concerne les produits alimentaires va de 20 à 25%. De 20 à 25%. Donc, s'il faut faire une augmentation, il faut calculer entre 20 à 25%. Marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire. Pour les produits alimentaires. Tandis que pour les produits pétroliers, c'est 30%. 30%. Oui, donc les sociétés commerciales peuvent faire une augmentation de 30%. Donc, marge bénéficiaire. Donc, de 30% pour les sociétés
pétrolière. Alors, maintenant, partons avec du concret. Oui. L'État fixe la marge du bénéficiaire de 20 à 25% pour les produits alimentaires. Oui. Nous choisissons un seul produit que nous consommons régulièrement. Nous prenons les pains. Oui, les pains, oui. On voit les pains qui étaient à 200 francs, qui va directement à 300 francs. Tout en faisant remarquer que le poids diminue, la quantité diminue, la qualité diminue. La qualité, oui, c'est ça. Oui. Alors, mais lorsque l'État fixe cette marge de bénéficiaire, c'est même qualité, même quantité, mais c'est seulement qu'une augmentation qui doit se faire en tenant compte de cela. Et maintenant, quand on prend de 200 à 300 francs, c'est déjà plus de 25%. Oui. C'est presque déjà 50%, c'est pas presque, c'est 50%. Oui. Et c'est ça, ce n'est pas punissable par rapport à la loi. C'est punissable à la loi. C'est l'État qui doit prendre langue. L'État doit prendre langue avec des sociétés de panification pour trouver un compromis. C'est pour trouver un compromis. Sinon, la situation va s'aggraver de plus en plus. Très bien. Maintenant, vous avez pris, quand on ajoute encore d'autres produits, vous avez les semoules qui quittent, qui se vendaient, je crois, à 35 000, 32 000 francs. Aujourd'hui, 60, 65 000, 63 000. Mais ici, est-ce que les opérateurs économiques, lorsqu'ils constatent que les biens ou les produits deviennent rares, avant de faire cette augmentation, est-ce qu'ils ne devaient pas d'abord courir à l'État pour leur signifier de la situation actuelle avant de faire cette augmentation? Donc, vous avez raison, mais ce n'est pas la réalité économique dans notre pays. Donc, dans notre pays, il y a une loi qui demande aux opérateurs économiques de communiquer les prix de leurs produits à la fin, pas avant, en anneau. Donc, à la fin, c'est-à-dire après avoir produit les produits, après avoir fait payer toutes les dépenses et payer les travailleurs, tout ce qu'il y a comme charge. Parce qu'il y a des charges variables et des charges invariables dans une entreprise commerciale. Mais la loi demande à ce que les opérateurs économiques communiquent les prix après, pas avant. Donc, lorsqu'on communique les prix au ministère de l'économie, c'est après que les inspecteurs de l'économie iront sur le terrain pour vérifier si réellement le prix fixé par l'opérateur économique est juste. C'est à ce moment-là... Là, pour des producteurs. Oui, pour les producteurs. Mais généralement, les produits que nous vendons ici ne sont pas produits sur place. Ce sont des produits importés. Et dans les cas d'espèces, qu'est-ce qu'ils feront? Mais ils doivent communiquer les prix. Donc, après avoir importé. Après avoir importé, ils payent des taxes. Ils payent les taxes et tout ça, et puis ils fixent les prix. Dès qu'ils fixent les prix, ils ont l'obligation, mensuellement d'ailleurs. Ils doivent le faire mensuellement. Mensuellement. Donc, chaque mois, les opérateurs économiques sont obligés de communiquer les prix de leurs produits à l'État congolais. Oui, s'ils ne le font pas, il y aura des sanctions. Mais est-ce qu'ils le font? C'est une question que vous posez, que moi aussi je me pose, d'autant plus que pour le moment, il n'y a pas un ministre de l'économie nationale. Même quand il était là, on sentait toujours la variation. Oui, ce n'était pas... c'est une affaire, disons bien que nous avons expliqué à l'ancien ministre que les opérateurs économiques doivent régulièrement vous communiquer leurs prix. Comme ça, les inspecteurs qui vont sur le terrain, ils vont comparer s'ils ont respecté la marge bénéficiaire ou pas. Mais ce qui n'est pas le cas. Alors, là, c'est peut-être pour les grands producteurs, mais pour les vendeurs de produits... Les détaillants. Les détaillants. Oui. Pour les détaillants, ils n'ont pas l'obligation de communiquer leurs prix. Ils vendent alors à leur propre gré. À leur gré, mais les inspecteurs économiques sont toujours obligés d'appeler les vendeurs à l'ordre. Est-ce qu'ils existent, ces inspecteurs économiques, dans ce pays? Ils sont là. Ah bon? Mais un inspecteur... Ils sont là, mais travaillant au bureau. Ils travaillent au bureau, mais avant qu'un inspecteur économique descende sur le terrain, il faut un ordre de mission. C'est à partir de l'ordre de mission qu'il peut exhiber auprès d'un vendeur, voilà, nous sommes venus pour contrôler les prix. Mais
Mais s'il n'y a pas un ordre de mission... Qui doit faire la plaidoirie pour qu'il y ait des inspecteurs sur terrain? Parce qu'on observe, on constate qu'il y a augmentation des prix des biens de première nécessité, ou soit de tous les biens sur les terrains. Est-ce que ces inspecteurs-là, ou soit leur département, je ne sais moi, je ne suis pas vraiment économiste, il y a toute une direction. J'ai du mal à nager dans cet angle-là. Oui, mais il y a toute une direction. Avoir cette direction qui devait se saisir de la question pour envoyer des inspecteurs sur le terrain afin qu'ils fassent les études sur le terrain. Mais c'est de leur travail. Il n'y a même pas de leur demander. C'est leur travail qu'ils doivent faire de tous les jours. Sinon, ils sont payés pour quoi? Ils sont payés pour ça. Alors, donc on observe quand même l'abandon des responsabilités. Il y a abandon des responsabilités. Les consommateurs sont oubliés. Ils sont oubliés à leur triste sort. C'est là que maintenant nous faisons appel pour que vous puissiez nous dire que pense l'Association des droits des consommateurs congolais. L'Association des consommateurs a pour mission de faire des plaidoyers auprès du gouvernement. C'est au gouvernement de mettre en application la volonté populaire. La volonté populaire qui consiste que les prix soient contrôlés et que les consommateurs puissent bénéficier des prix justes. C'est ça. Donc nous, notre devoir, c'est de rappeler à l'État son devoir de garantir des prix justes et des prix qui correspondent quand même au pouvoir d'achat du consommateur. Alors, vous venez de donner une information un peu claire. Là. Oui. C'est ça votre émission. Oui. Mais pendant ce temps, que faites-vous? Parce que vous avez maintenant une responsabilité de vous approcher auprès de l'État, d'interpeller l'État. Mais dans cette mission-là, où la situation devient catastrophique sur le terrain. Parce que lorsque la population voit quelque chose qu'ils achetaient à 2 000, ça devient 6 000, 7 000, 10 000. Mais ne sait pas à qui s'adresser. Mais vous pouvez être comme le dernier espoir de la population pour donner ne fût-ce qu'un peu d'éclaircissement ou soit faire quelque chose, quoi. Je voulais vous assurer, messieurs les journalistes, tel que nous sommes en train de parler ici, les autorités nous suivent. Donc, avec nos émissions précédentes, plusieurs autorités politiques, administratives, même la population, ils nous ont dit que nous avons suivi ce que vous avez dit. Et ils trouvent aussi l'émission intéressante. Merci. Avant même que j'aille au ministère de l'économie, même à la primature, tel que nous sommes en train de parler, ils sont en train de suivre. Mais il est de notre devoir de descendre même chez les autorités pour voir dans quelle mesure on peut quand même trouver un compromis. Parce qu'il y a aussi la mauvaise volonté des opérateurs économiques véreux qui cherchent toujours à maximiser sans éthique, sans tenir compte aussi des bien-être de la population. Mais c'est de là que la loi devrait frapper. Oui. Parce que lorsqu'un opérateur économique veut à tout prix gagner de manière exagérée, c'est la population qui en pâtit. Oui. Alors nous sommes peut-être, on commence à nous trouver comme si nous sommes dans un monde sans loi. Oui. Dans les cas d'espèce, est-ce qu'on ne pouvait pas arriver à une dimension de commencer à porter plainte, même à certains opérateurs économiques? Il faut d'abord, pour porter plainte, dans le cadre des droits des consommateurs, il faut que les consommateurs, de manière collective, présentent leurs desiderata. Donc, c'est-à-dire, ils vont présenter ça. C'est au nom de l'association, c'est par après que nous pouvons porter plainte. De moi-même, même si je suis président des consommateurs, je ne peux pas aller parce qu'il n'y a pas de soubassement, des pièces justificatives. Des pièces justificatives devaient être quoi? Des pétitions? Des pétitions, tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a moyen que les groupes de la population se réunissent en faisant des pétitions pour dire quand même que non, tel produit est exact. Parce que même quand nous parlons des droits des consommateurs congolais, on revient sur la question de la SNEL. Oui. Les abonnés sont des consommateurs. Oui. Peut-être que je me suis trompé. Non, vous n'êtes pas trompé. Alors, vous êtes dans les bons chemins. Maintenant, la question que la population peut-être se pose pour l'instant,
les SNEL, plutôt le courant que nous consommons, l'électricité que nous consommons à Kinshasa, subit aussi les mêmes effets de la guerre de l'Ukraine et de la Russie? Non. Là, je pouvais dire que c'est une question simplement de la bonne gouvernance. Parce que ce n'est pas l'Ukraine ni la Russie qui nous fournit de l'électricité. Ouais. C'est comme on disait pour la tomate. Les grands problèmes pour la SNEL, je pouvais dire que c'est une question de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance consiste à ce qu'on puisse mieux utiliser tout ce qu'on a comme produit et de mettre ces produits-là, de l'énergie électrique, vraiment au service de la nation, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, dans le cas de la SNEL, oui. La population se plaint sans succès. Oui. Les factures s'augmentent à leur propre gré. La quantité et la qualité de l'électricité diminuent, mais la facture augmente. Comment la population peut se plaindre? De quelle manière la population peut se plaindre pour que vous, qui défendez les droits des consommateurs congolais, vous puissiez vous saisir de la question et interpeller ou soit porter plainte, comme vous avez dit, afin qu'on puisse rétablir cette population de leurs droits? C'est simple, c'est-à-dire chaque abonné doit faire une photocopie, disons bien, voilà. de la facture. De la facture. Ouais. Il amène ça dans l'association des consommateurs. Et ce n'est pas un seul abonné, plusieurs abonnés. Ils amènent ça au bureau de l'association des consommateurs. Ouais. Maintenant, l'association des consommateurs écrit une lettre officielle aux autorités, ou bien s'il veut aller vers la justice, c'est à ce moment-là qu'il peut le faire. Mais avec appui des abonnés, il faut qu'il y ait ces factures-là, comme pièces justificatives. Oui, mais maintenant, ça c'est pour l'augmentation des prix dans la facture. Mais pour les cas de coupures intempestives et plus prolongées, quelle preuve que la population peut apporter auprès de vous pour qu'on sente quand même que cette population est subie ceci, alors qu'ils sont dans le droit d'en bénéficier? Bon, pour les cas de coupures, c'est question aussi de noter le nombre d'heures. Parce que ça dépend d'un quartier à l'autre. Il y a des quartiers là où il n'y a pas d'électricité, totalement. Ils sont dans les noirs. Ceux-là n'ont pas le droit de porter plainte. Ils ont le droit de porter pendant plusieurs années. Bon, il y a aussi des quartiers qui reçoivent l'électricité, mais à un certain moment. De manière instable. Oui, de manière... Bon, aujourd'hui, ils ont l'électricité, et après 2 jours, il n'y en a pas. Pour toute la journée, il n'y a pas. Comme à Kassavubu. Prenons Kassavubu, Ngiringiri. Ce sont des communes qui vivent cette situation. Oui. Donc, c'est question que la population se mette debout et d'aller vers la Société nationale d'électricité, revendiquer leurs droits. Voilà. Maintenant, là où la population doit chercher à comprendre, c'est ici. Oui. Coupure instable, l'électricité instable, presque pas d'électricité. Toutes ces conditions-là, malsains, malpropres, et puis de toutes ces formes-là. Oui. Qu'est-ce que la population peut vous apporter, vous, en tant qu'association des droits des consommateurs congolais, pour que vous puissiez saisir les autorités compétentes afin que ces autorités puissent agir pour rétablir cette population de leurs droits? Il faut un mémo, comme on disait là, comme une pétition là. Donc, chacun décrit la situation et avec ça, l'association des consommateurs va présenter ça chez les autorités. Donc, il y a lieu, c'est vraiment un bon moment parce que le Parlement maintenant, ils ont repris le travail. Ils sont vraiment au travail. Nous sommes vraiment dans un temps favorable. On peut amener tous ces documents-là au Parlement de manière qu'on puisse aussi interpeller le directeur général de la Société nationale d'électricité qui puisse expliquer aux députés qu'est-ce qui se passe au fond. Alors, dans ce cas, pourquoi vous qui défendez ces droits, vous ne pouvez pas lancer même des pétitions en ligne pour que les quartiers adhèrent et puis qu'ils viennent? Parce que c'est ça votre rôle. On vous sent de moins en moins dans ça et attirer la population, non pour leur révolter dans leur mental, mais pour leur inculquer cette notion de droit, qu'ils ont leurs droits et ils doivent revendiquer pour bénéficier de tout ce qu'ils perdent. C'est dans notre projet. Dans notre projet. Donc c'est une bonne initiative, nous saluons. C'est dans notre projet. Donc j'espère nous prenons ça en compte. Donc c'est une bonne initiative. Ça, il faut ajouter aussi de l'eau. Hein?
Nous sommes revenus maintenant des consommateurs de forage, donc l'eau de la mauvaise qualité. L'eau de mauvaise qualité qui n'est pas contrôlée et les consommateurs oublient même qu'il y a une société nationale qui s'occupe de la distribution et de la commercialisation de l'eau. Mais la facture vient chaque mois. Oui. Mais de ce côté-là, on sent un peu, ils sont un peu vrais parce que la facture, des fois, peut diminuer parce qu'ils ne donnent pas de l'eau. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans une ville comme capitale, Kinshasa comme capitale de la République du Congo, sans eau, vous devenez quoi? Je dirais simplement, la question qu'on peut se poser, c'est de demander aux autorités de mettre des compteurs. Voilà. Des compteurs en ce qui concerne de l'eau, des compteurs en ce qui concerne l'électricité. Parce qu'on ne peut pas fixer des montants forfaitaires comme ça pour que les consommateurs puissent payer. Est-ce que donc ça, c'est vraiment parce que vous êtes économiste, M. Patrice, économiquement, quand on fait facturer la population de manière forfaitaire, ce n'est pas du vol. C'est du vol, c'est injuste. C'est injuste. Parce que les consommateurs doivent payer réellement ce qu'il a consommé. Mais de manière forfaitaire, là, ça ne va pas. Donc, rien qu'avec l'aspect de la facturation de manière forfaitaire peut constituer une opportunité pour que la population puisse porter plainte contre les animateurs de ces institutions. Oui. Parce qu'on ne peut pas payer ce qu'on n'a pas consommé. Et on doit payer ce qu'on a consommé réellement. Hein? On peut prendre même plusieurs cas de figure. On prend le Canal+. Voilà. Vous êtes abonné au Canal+, pour un mois. Mais il s'est fait que pendant une semaine... Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'électricité. Donc, vous n'avez pas utilisé pendant une semaine Canal+. Votre abonnement. Voilà. Votre abonnement. Mais vous arrivez à la fin du mois, on récupère le tout, même ce que vous n'avez pas utilisé. Donc là, ça constitue aussi mais cette question aussi devient de plus en plus sur net. Les gens se mobilisent pour dire que même la facturation qu'on a de ces structures-là, on voit quand même que c'est plus très cher. Et en dehors de tout ça, l'électricité est instable, mais on n'utilise presque pas ça. Alors, comment on ne peut pas adapter tout ça? Comment on peut chercher à adapter ça? Et de quelle manière, quel est le comportement que la population doit choisir pour face à tous ces déshydratants? De notre côté, nous avons pris l'engagement d'aller trouver les autorités de Canal+, pour échanger avant d'amorcer d'autres démarches, soit administratives. Il n'y a pas que Canal+, tous ces bouquets-là numériques, il faut... Tous ces bouquets numériques posent des problèmes dans le cadre de la promotion, même de la protection des consommateurs. Voilà. Parce que les consommateurs sont vraiment lésés. Donc il y a lieu quand même de prendre d'abord langue. De prendre langue et de voir dans quelle mesure on peut trouver un compromis. S'il n'y a pas de compromis, c'est à ce moment-là que la population pourra réagir. La population pourra réagir. Mais ça se fera quand? Parce que la situation persiste depuis un certain temps. Vous comptez de le faire quand? Pour que la population qui commence déjà à s'élever, parce qu'on sent bientôt là, il y aura des marches contre toutes ces structures-là. Alors, vous comptez le faire quand? Tout dépend des acteurs de la société civile. Donc la société civile est bien organisée. On est en train de se mobiliser pour qu'au moment opportun, pour que nous prenions rendez-vous. Nous sommes déjà prêts. Donc la sensibilisation est déjà là. C'est déjà un point. C'est question maintenant de formuler un mémo et de prendre rendez-vous. Je crois qu'au début du mois de mai, tout sera prêt. Alors, une question aussi, parce que dans tout ça, il y a ce que nous ne pouvons pas oublier, les réalités sociales que nous avons. Parce qu'on a vu aussi à l'époque, il y a des gens qui ont porté plainte contre le SNEL, le Régie des eaux, mais ce sont des dossiers qu'on a déclassés. Est-ce que vous croyez que si vous arrivez à un certain niveau où la population doit se mobiliser pour porter plainte, vous apportez toutes ces preuves que vous demandez, des mémos, des factures et tout qu'on sort, vous êtes sûr que votre plainte sera considérée à la justice? Même les gens qui travaillent dans l'appareil judiciaire, ce sont des consommateurs. Oui, est-ce qu'ils ont compris déjà ça, qu'ils sont Ce sont des consommateurs. Ils ne peuvent pas nier
la réalité, c'est-à-dire l'absence d'eau et d'électricité. Voilà. Et aucun pays au monde ne peut se développer sans l'électricité. Voilà. Donc le développement, sans l'énergie en tout cas, il n'y a pas de développement possible. Voilà. Donc nous avons foi que les consommateurs doivent avoir foi de leurs revendications. Leurs revendications vont trouver gain et cause. Très bien, M. Patrice. Maintenant, on sent quand même que vous allez comment. Vous ne pouvez pas agir promptement face à toute cette augmentation des prix. Pas de ministre. Pas de ministre de l'économie. De l'économie. Les prix des biens sur les marchés s'augmentent en cascade. Oui. Alors, qu'est-ce que doit faire la population? Parce que la population ne doit pas s'arrêter de vivre. Oui. Alors, que doit faire la population face à cette situation? Parce que celui qui devrait réglementer n'est pas là. Qui prend les relèves de toute cette situation? Il y a un secrétariat général à l'économie nationale. Devant vous, devant nos spectateurs qui nous suivent, je peux leur promettre que je peux prendre déjà langue avec le secrétaire général à l'économie dès le début de la semaine. Donc, nous sommes quand même rassurés que dans quelques temps, nous vous aurons même un interview pour savoir qu'est-ce que le secrétariat vous a réservé. Oui, si le secrétaire général veut que la presse soit là, tant mieux. Je vais lui poser quand même la question. Très bien, nous attendons et ça sera quand même une très bonne chose, une réponse à nos téléspectateurs. Mais maintenant, pour tout ce qui reste, parce que même nos produits agricoles ont totalement augmenté. C'est ce que vous venez de dire ici, la tomate. On a une seule tomate à 1000 francs congolais. À 1000 francs, oui. Une seule tomate à 1500 francs congolais. À 800 francs. Face à tout ça, il faut maintenant d'autres alternatives. Alors, économiquement maintenant, comment l'État congolais doit commencer à réfléchir pour changer la situation? L'État congolais doit prévoir un plan de développement d'urgence. Un plan de développement d'urgence. Un plan de développement d'urgence. Vous voyez, notre pays, l'Afrique en général, vient de sortir de Covid-19. Bien qu'il y a quelques effets non négligeables qui continuent, qu'on puisse parler de Covid-19. Bon. Après cette période de Covid-19, on retombe au niveau international de la guerre de l'Ukraine. Donc vous avez senti que les pays africains, pendant Covid-19, ils n'étaient pas tellement très touchés. Mais cette fois-ci, avec les conséquences économiques, les pays africains commencent à être touchés sérieusement. Plus que pendant la période de Covid. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est simple. C'est simple. Vous avez proposé un plan de développement d'urgence. Il faut un plan de développement économique d'urgence. Qui sera comment? Essayez un peu de décrire ça. Ce plan aura quoi dans son sein et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces plans-là? C'est ce que nous disons chaque jour. Il faut mettre l'agriculture en avant-plan. Il faut que l'agriculture, qu'on puisse redoubler les efforts du côté production locale. Est-ce qu'on produit d'abord officiellement? Vous avez des informations qui officiellement, du côté de l'État, l'État produit quand même quelque chose de sa part? Du côté de l'État, il n'y a que le service national. Le service national qui fait avec les anciens délinquants. Oui. Là, quand même, il y a amélioration. Mais il sera intéressant que l'État puisse s'approcher aux paysans, donner des intrants, les instruments de travail. Parce que les provinces pouvaient aussi produire de leur part pour renforcer ces plans. C'est ça. Donc il faut vraiment rapidement avoir un plan d'urgence. Mais dans votre plan-là, avant de vous poser la question, la raison du ministère de l'Agriculture? Jusque-là, il n'y a pas vraiment des échos favorables de ces côtés-là. Pour ces ministères? Pour ces ministères-là. Même les pêcheurs se plaignent. Même les ministères de la pêche et l'élevage. Oui, ils se plaignent, tout ça. Donc, il faudra que l'État puisse faire d'urgence en ce qui concerne un programme national économique pour faire face à cette situation. Donc, quand vous mettez l'agriculture au centre, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Il faut mettre l'agriculture au centre, en premier lieu. Oui. Et mettre l'agriculture au centre, c'est-à-dire penser surtout aux milieux ruraux. Les paysans. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut penser à améliorer le pouvoir d'achat. Parce que la première formule où
la première équation économique, on vous dit revenu égale consommation. Voilà. Donc revenu égale consommation, plus épargne, plus investissement. Ça, c'est au niveau microéconomique. Donc on doit penser comment améliorer régulièrement le pouvoir d'achat du consommateur. Voilà. Bon, parce que le pouvoir d'achat du consommateur constitue une force pour l'amélioration du pouvoir d'achat, constitue une force pour le consommateur. Sans cela, ça sera difficile. Très bien. Mais c'est Patrice, je vois déjà vous entrez dans l'angle économique. Je pense qu'un jour, nous pouvons vous avoir pour parler de la situation macroéconomique du pays. Peut-être à ces côtés-là, nous saurons quand même dénicher tous ces éléments. Mais d'ailleurs, si vous serez disponible même la semaine prochaine, on peut prolonger sur la situation macroéconomique pour voir comment développer votre plan de développement économique national que vous évoquez. Ça sera une très bonne chose. Mais entre-temps, comme nous arrivons vraiment à la fin, quel est le message qu'il faut lancer d'abord aux autorités par rapport à cette variation de prix sur les marchés et à la population face à ceux qui sont en train de subir? Donc ici, nous interpellons ou bien nous lançons un appel au gouvernement, au ministère de l'économie, au ministère d'hydrocarbures, au ministère de l'agriculture, au ministère des pêches, donc au gouvernement de manière générale, de se pencher sur ce problème-là de hausse des prix. Chaque vendredi, nous savons très bien que le gouvernement est en réunion et cette fois-ci, nous souhaiterons que la hausse des prix des biens de première nécessité soit à l'ordre du jour lors de la réunion du gouvernement. Très bien. Et à la population maintenant, qu'est-ce qu'il faut comment se comporter face à tout ceci? Nous demandons aux consommateurs. Aux consommateurs. Même les animateurs des institutions déjà sont des consommateurs. Oui. Même moi, je suis consommateur. Vous êtes consommateur aussi. Et nous demandons à la population de nous communiquer régulièrement chaque fois quand il y a hausse des biens de première nécessité. Voilà. D'être toujours en contact avec l'association des consommateurs et d'être en contact avec nos associations des consommateurs pour que nous soyons en mesure d'avoir des données statistiques. Parce que lorsqu'on veut amener un combat, il faut qu'il y ait des données statistiques fiables, que nous savons que une tomate maintenant revient à 800 francs, à 1000 francs. Tout ça, c'est très important. Alors, si les gens veulent vous contacter, par où vous trouvez et comment vous savoir? Je donne mon numéro avec votre permission. Je vous en prie. C'est 081 502 36 98. Vous pouvez répéter pour la bonne 081 502 36 98. Monsieur Patrice, nous vous disons un grand merci. Nous espérons vous avoir prochainement pour développer votre proposition sur le plan de développement économique rapide et aux dirigences que vous avez parlé. Oui. Bon, merci beaucoup. Voilà, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Grand Angle Environnemental qui a réussi pour vous, M. Patrice, qui est président d'Ascovi, alors une organisation qui s'occupe des droits des consommateurs congolais. Et vous avez compris, avec lui, on a réfléchi sur ce que nous observons, la hausse des prix sur le marché, surtout les prix des biens de première nécessité. Et pour nous, c'est un réel plaisir de partager et puis de réfléchir ensemble. Nous continuons toujours à faire nos recherches et surtout à vous proposer ce que nous pouvons selon la possibilité. Vous avez une suggestion, vous avez quelque chose, le numéro est affiché au bas de l'écran, il a aussi donné son numéro de téléphone, vous pouvez le contacter, mais si vous avez une analyse aussi à faire avec nous, n'hésitez pas à contacter nous, parce que si vous voulez aussi un débat, je pense qu'il est disposé à échanger avec vous. Nous disons un grand merci à Rodi Kebondajo Bassai et à tout le monde qui a soutenu l'émission, surtout qui a permis la réalisation de cette émission. Quant à nous, nous vous retrouvons prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la Radio TV en conservation de la nature. Au revoir. Grand angle environnemental.